Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on est ravis de vous retrouver. On va tenter de se mettre d'accord jusqu'à 10h sur Sud Radio en ce vendredi 12 mai 2023 en compagnie de nos 4 débatteurs. Ils sont là, ils sont prêts. Je les salue. Ergun Toparslan, bonjour Ergun. Bonjour. Vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Jérôme Ripoul, bonjour Jérôme. Directeur associé de l'agence Comme Influence et coprésident d'Opinion Vallée, Najwa El Haïté, bonjour. Bonjour. Docteur en droit public et président de Demain. Alors je ne suis plus. Ah. Non, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais. Je ne le suis plus. Donc, je suis avocate. C'est déjà pas mal. Très bonne avocate. Voilà, très bonne avocate. Et vous êtes quand même l'auteur de laïcité et république. Exactement. Exactement. Ouais. C'est quand même un sujet hautement sensible. Et puis Rafik Smati, bonjour Rafik, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Alors avec vous, on va revenir dans un instant sur cette onde de choc considérable après la démission du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Son domicile avait été incendié, ses véhicules aussi, avec cette histoire donc de déplacement et déménagement d'un centre d'hébergement de migrants. Est-ce que c'est non-assistance à mère en danger? Est-ce qu'on est tous responsables finalement dans ce dossier-là, en dehors aussi de l'État, comme il le dit, lui, dans sa lettre adressée au préfet? On veut accélérer la réindustrialisation de la France. Emmanuel Macron veut aller plus vite, mais il demande aussi de faire une pause dans les règles environnementales européennes. Est-ce que l'un va avec l'autre ou est-ce qu'on peut faire les deux ensemble? On se posera la question. Et puis le parquet national financier, lui, souhaite le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy pour des soupçons de financement illégal de la campagne de 2017, une affaire tentaculaire avec des soupçons de soutien financier libyen. C'est là aussi un dossier qui renvoie aussi à la question des élus. On pourrait effectivement se poser la question avec cette autre affaire de ce député LFI qui est soupçonné, lui, d'évasion fiscale. Il sera d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à midi. Et puis cette manifestation d'extrême droite, si on a le temps, qui a été interdite dimanche à Paris. Est-ce que c'est logique compte tenu du climat? On verra ça avec vous. 4. Voilà pour le menu. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité. Et honneur aux dames, j'ai envie de dire, avec vous, Najwa, avec cette liberté académique que vous dites en danger. Oui, je pense qu'elle est en danger. Donc ça, ce sera mon coup de gueule. Et je vous citerai un exemple précis. Celui de l'anthropologue et chercheur au CNRS, Florence Bergeaud-Blaclair, qui, depuis l'apparition de son livre qui s'intitule Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, publié en janvier 2023, eh bien, elle fait l'objet de nombreuses menaces de mort. Elle est d'ailleurs actuellement sous protection policière. L'anthropologue dénonce, et ça c'est extrêmement important, son ouvrage est absolument à lire, elle dénonce dans son ouvrage l'islamisation de la connaissance. Elle y analyse de manière rigoureuse les origines, l'organisation, les acteurs et les sources de financement du frérisme en Europe, et ça lui vaut d'être mise en danger. Donc on constate que depuis également la sortie de son livre, eh bien elle est assez isolée. Il y a peu de soutien. Il y a eu une tribune, néanmoins, je corrige, il y a eu une tribune de 800 signataires qui ne comprennent pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui se mobilisent pour cette liberté académique, parce que c'est de ça en fait que l'on parle, mais tout est fait dans le cadre d'une campagne nauséabonde de dénigrement pour l'isoler intellectuellement, pour l'isoler également socialement, puisqu'elle peut plus sortir tranquillement, mais le problème dans cette affaire-là, c'est que on constate, et je reviens sur cette liberté académique, qu'elle est gravement mise en danger en France. Pourquoi? Parce que cette chercheure au CNRS souhaitait organiser une conférence à la Sorbonne. Eh bien, la doyenne de cette université a annulé cette conférence parce qu'elle estimait qu'il y avait un danger imminent quant à l'organisation de cette conférence. Mais j'ai envie de vous dire, mais là, on n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie et on a des raisons de s'inquiéter pour le bien-être de notre démocratie à partir de ce moment où cette liberté ne peut plus s'exprimer de manière sereine. Et donc c'est pour ça que je voulais tirer en fait la sonnette d'alarme concernant ce coup de gueule, et j'invite vraiment fortement à lire cet ouvrage, puisque moi aussi je suis engagée sur ces questions de laïcité, de lutte contre l'islamisme. Eh bien, j'invite fortement à lire l'ouvrage de Florence Bergeaud-Blaclair qui
et je le répète, s'intitule « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête ». Je vous assure, c'est une lecture d'utilité publique. Alors avant de faire tourner la parole, je voudrais souligner par rapport à votre coup de gueule, Najwa, c'est qu'elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin hier, longuement, pendant plus d'une demi-heure. Elle a pu effectivement expliquer tout ça. Donc je vous invite les auditeurs, ceux qui souhaitent l'entendre et comprendre le début, le milieu et la fin de cette histoire, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, retrouver l'interview, en tous les cas en podcast. Qui veut réagir? Ergun, ouais. Oh non, je pense que c'est assez dramatique. On fait preuve d'une grande légèreté sur le sujet qu'on a un peu... Mais un peu trop souvent, si j'ose dire. Un peu plus ces dernières années. Je ne sais pas si c'est un sentiment que je partage depuis quelque temps. Les différentes crises sanitaires, sociales, économiques ont fait que on a mis de côté certains sujets, certaines problématiques sociétales importantes. Alors, je fais pas de rapprochement, mais quand il y a eu Samuel Paty, on a dit il faut pas reculer. Il faut pas reculer. Il faut ne rien laisser passer. Il faut soutenir. En fait, il faut faire preuve d'aucune légèreté sur l'ensemble des sujets. Il faut être en première ligne. Quand on le voit à la Sorbonne, le fait que cette conférence n'ait pas pu avoir lieu, c'est extrêmement grave. Les réactions que ça a suscité, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 5 ans, ça aurait été un pataquès. Là, aujourd'hui, ça peut passer un peu incognito. Donc, il faut qu'on prenne conscience aussi de la gravité du moment, qu'on a d'autres sujets, d'autres enjeux sociétaux importants, et que surtout le travail universitaire, qui peut être attaqué par différentes, on va dire, expansions idéologiques, doit être préservé et doit être maintenu. L'explication avec le souci de sécurité dans l'université, moi j'y crois un peu moyen, si vous voulez. Vu la difficulté qu'on a rentrée aujourd'hui à la Sorbonne, si on veut. Ouais, déjà. Donc ça laisse rêveur. Oui, juste d'un mot sur cette, on va dire, liberté académique aussi, parce qu'il y a quand même des signaux. Est-ce que c'est ce sont des marqueurs, on va dire une alerte que l'on doit saisir aussi? Ce que ça pointe quand même, c'est parce qu'il y a le CNRS qui est en cause. C'est finalement la capacité dont les institutions sont en train de ne plus jouer leur rôle de préservation de ce respect de recherche, de recherche, de liberté de recherche. Et de façon générale, et donc c'est vrai pour la Sorbonne, et c'est vrai pour le CNRS, qui a été extrêmement long à réagir aux attaques. Et c'est un peu aussi finalement le cas des institutions comme l'école. Donc en fait, c'est l'État qui désarme, parce que derrière le CNRS, derrière la Sorbonne, derrière l'école d'éducation nationale, il y a l'État qui est en train de perdre du terrain et de perdre ses valeurs. Allez, on continue dans les coups de cœur et les coups de gueule. Jérôme, vous avez la parole. Hier, un anniversaire. Hier, l'Opinion, le journal L'Opinion fêtait ses 10 ans. Alors pourquoi je parle de l'Opinion? Parce que c'est un journal où il y a des plumes que j'apprécie. C'est Rémi Godot, c'est Ludovic Vigogne, c'est Emmanuel Ducrot. Ce sont des journalistes qui ont une ligne idéologique, c'est du néolibéralisme, plutôt de droite, mais qui, je pense, jouent un rôle parce que dans le contexte de la presse actuelle, on a de la concentration, on a plutôt de la personnalisation, on a des maniaques qui prennent le pouvoir. Donc c'est important d'avoir une presse qui soit diverse, libre, et qui nous permette d'avoir des points de vue extrêmement différents. Voilà. Sauf que ce principe, il est beaucoup mis en cause aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'étude de RSF. Être journaliste, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en Europe, mais même en Europe, ça se dégrade, puisqu'on a vu que l'Allemagne avait perdu 5 points à cause de lois qui sont en train de remettre en cause la liberté des sources, des agressions verbales de journalistes et puis aussi des arrestations de journalistes en Allemagne. Donc ça, c'est extrêmement grave et je trouve qu'avoir un média qui continue, alors que c'est un média qui perd de l'argent malgré tout, de pouvoir s'exprimer 10 ans après sa création, c'est à souligner et je leur souhaite longue vie. On a besoin de médias, surtout à tous les niveaux, presse écrite, presse audio et presse parlée, bien entendu. Ouais, il faut toutes les opinions pour en faire la sienne finalement. C'est un petit peu le principe. Allez, on va s'arrêter un court instant, on va continuer avec les coups de cœur et les coups de gueule des débatteurs de ce vendredi. Ergun Topaslan, Jérôme Ripoul, Najwa El Haïty et Rafik Smati. On va revenir sur les coups de gueule et les coups. Préparez-vous. Tiens, Rafik, on va enchaîner avec vous juste après la pause. Votre coup de cœur ou votre coup de gueule et on en débat tous ensemble. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on va discuter dans un instant des sujets du jour de ce vendredi avec Ergun Topaslan, Jérôme Ripoul, Najwa El Haïty et Rafik Smati. On en était au coup de cœur et au coup de gueule de vous quatre aujourd'hui. Et donc, Rafik, vous avez un coup de gueule. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de gueule contre une polémique sur une nomination d'une jeune femme. Alors, je trouve très effarant le nombre de polémiques et la manière dont elles se développent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une polémique assez lunaire. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Agathe Monpeilly, qui a 28 ans, qui est manifestement brillante et qui vient d'être nommée directrice générale de Leroy Merlin. France.
France. Alors, on pourrait se dire, c'est génial qu'une femme occupe ce type de job. Oui. On pourrait se dire qu'il y a une vraie méritocratie dans notre pays, où quand on est chef de secteur, eh ben, on peut finir directeur général d'un marché, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais non, vous avez une meute qui se déchaîne sur les réseaux sociaux en disant à tort que cette femme est arrivée là parce qu'elle est de la famille Mullier. Vous savez, les Mullier, c'est la grande famille du nord de la France qui est notamment propriétaire de Leroy Merlin. Et mais j'ai envie de vous dire, quand bien même, et ce n'est pas le cas, mais quand bien même serait-elle de la famille Mullier, mais les Mullier font ce qu'ils veulent de leur boîte. Donc arrêtons de créer des polémiques pour tout et rien, et réjouissons-nous que notre pays abrite des profils brillants qui puissent s'exprimer, qui puissent réussir. Ou alors on veut quoi? On veut que quand il y a quelqu'un de brillant en France, il aille exporter sa brillance, non, mais comme tant de talents scientifiques que nous avons aujourd'hui. On a un problème avec la réussite de notre pays. On a un problème avec l'excellence. Aujourd'hui, dans cette société où nous vouons un culte à la médiocrité, où ce sont les excès, où ce sont les outrances qui ont droit de citer, eh bien je crois qu'il est de notre devoir de mettre en avant les profils brillants, et nous en avons en France, et c'est ceux-là qui vont nous permettre de construire la France de demain. Parce que qu'est-ce qui pose problème dans ce cas-là? C'est qu'on ait pu penser qu'elle ait on va dire un pédigré, en tous les cas des liens avec la famille, ce qu'elle n'a absolument pas, ou le fait qu'elle soit jeune, ou le fait que ce soit une femme. Mais les trois. Les trois, mon capitaine. Mais les trois. Mais c'est quand même, enfin, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ça? Le fait qu'elle soit jeune, c'est un élément qui, à l'évidence, interroge. Et là, je ne rentre pas dans une polémique, parce que prendre la tête d'une boîte comme ça à 28 ans, ça veut dire une expérience managériale, non, mais une capacité... Alors, je ne vais pas être d'accord avec vous, Jérôme, parce que vous seriez dans un système anglo-saxon, ne serait-ce qu'aux États-Unis, tout le monde ferait waouh, super, c'est génial. C'est vrai, mais wow. Et même nous, on ferait des papiers en disant c'est incroyable. Mais c'est ce qui interroge en France, c'est qu'on n'a pas l'habitude, effectivement, d'avoir ce type de profil, Donc, enfin, on a juste eu un empereur qui avait une petite trentaine d'années. Enfin, oui, mais on en a un dans l'histoire. Et à une époque où on vivait jusqu'à 40 ans. Hein, donc, à l'époque de Napoléon, l'espérance de vie était 40 ans. Donc là... Non, elle n'était pas de 40 ans, elle était de plus de 60 ans, mais bon, peu importe. Non, je vous trouverai sur l'espérance moyenne de vie était d'une quarantaine d'années. Non, vous parlez de l'espérance de vie. C'est un autre débat. Et donc, en fait, voir ce profil, c'est assez peu courant quand même. C'est-à-dire que quand on regarde la taille de l'entreprise, donc ça pose une première question. Deuxièmement, après, c'est une femme, c'est évident. Et puis troisièmement, donc ça crée un soupçon et on se dit, mais est-ce que finalement, il n'y a pas cette nomination n'est pas truquée entre guillemets, et c'est pas l'effet du mérite. Ah non, je crois ce que je ne crois pas. On ferait une nomination comme ça. Ce que je ne crois pas, parce que le problème, c'est qu'avec les questions que vous posez, et c'est très légitime de poser des questions, mais vous alimentez vous-même la polémique. Mais attendez, on a quand même le droit de s'interroger. Ah mais vous c'est précisément ce que j'énonce. Donc s'interroger sur un profil. Je l'alimente pas parce que j'y réponds. Et je dis à l'évidence, elle fait pas partie de la famille. Elle a été dirigeante de la partie Grèce de Leroy Merlin. Donc voilà. Moi j'ai regardé son parcours, mais j'ai eu cette première impression. Mais je l'ai regardé le parcours. J'ai pas dit que c'est la famille du DS. Ça c'est du complotisme. Moi je pense qu'il y a une question aussi de mentalité française. Je suis désolée, mais moi j'étais aux États-Unis il y a quelques mois, même il y a un an, et j'avais rencontré, enfin je raconte pas les circonstances, ce serait long, mais j'avais rencontré un Français qui a décidé de vivre à New York. Et je lui dis, alors comment ça se passe à New York? Vous êtes heureux, enfin même professionnellement, voilà. Et il me dit, mais vous savez, madame, je suis très heureux à New York. Pourquoi? Parce que il y a quand on réussit, il y a une forme de fierté, c'est-à-dire il y a une forme d'inspiration. Les gens sont inspirés par la réussite des autres. Et ça, je le retrouve aux États-Unis, alors qu'en France, la réussite est suspicieuse. Quand vous êtes une femme, vous arrivez à des postes de responsabilité, c'est parce que vous avez couché. Non mais là, c'est vrai. Enfin, la réalité, elle est celle-ci. Bon, et il se trouve que cette femme, cette jeune femme, elle est jeune. Elle est femme, et en plus, elle arrive à un poste de responsabilité. Alors, on aurait pu dire, elle a couché avec son supérieur hiérarchique pour arriver à ce poste-là. Non, on lui trouve la raison suivante, elle est sans doute de la famille Mulliez. Non mais, j'ai envie de vous dire, c'est insupportable. Mais c'est la mentalité, excusez-moi, c'est la mentalité, hélas, française. À partir du moment où vous réussissez, c'est suspicieux.
Et puis il n'y a pas cette volonté de l'excellence de dire inspirons-nous de ceux qui réussissent et de celles qui réussissent. C'est un véritable problème. On demande souvent d'avoir des modèles inspirants pour pouvoir donner des envies aux autres, mais c'est quand même assez étonnant ce décalage. Je pense que Najwa a bien résumé. Le vrai problème, j'ai l'impression, c'est que c'est une femme. Et on a eu des entreprises et des grands groupes qui ont nommé des directeurs généraux, hommes jeunes de moins de 30 ans, notamment dans notre présidence de club de foot à Nice, Gauthier Ganaï, il avait 25 ans. Ça a choqué personne. Personne n'en parlait. On disait qu'il était brillant. Sur la présidence, Ergun, c'est pas pareil. Alors, non, il était directeur général de l'entreprise Ineo. Voilà. Donc, ça choquait personne. Et là, toutes ces réactions, toutes ces interrogations viennent du fait simplement que ce soit une jeune femme, quoi. Et c'est ce qui est encore plus désolant. Ouais, c'est tout à fait. Alors, Rafik, Ergun, justement, vous avez la parole. Coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur, avec le rapport qui a été adopté cette semaine pour d'une députée européenne, Valérie Hayé, qui vise à créer de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Et donc, c'est un énorme pas en avant parce que les ressources propres, c'est en gros de l'argent direct qui va dans le budget de l'Union européenne sans passer par la dotation ou bien sans demander aux États membres. Et donc, ils en ont profité notamment pour aller vers plus de justice sociale et justice écologique avec deux taxations importantes. Il y avait la taxe carbone qui était déjà dans les pas, puis il y avait une taxation des entreprises multinationales qui a été intégrée là-dedans. Et il y a évidemment aussi une taxation des crypto-monnaies qui est nouvelle, une harmonisation au niveau européen. Je pense qu'il va être essentiel pour s'éviter de se retrouver avec un Far West de crypto-monnaies sur le continent. Et enfin, on voit que l'Union européenne, pour continuer à exister, a besoin justement d'avoir ses propres ressources, ses propres revenus. Ça, on n'a pas été surpris de savoir que les extrêmes ont voté contre cela, évidemment, comme ils votent contre tout qui va dans le sens de plus de construction européenne. Et dans la semaine européenne qu'on a connue avec la Journée de l'Europe le 9 mai dernier, je pense que c'est un signal extrêmement positif. Mais tout le monde va être d'accord sur ce sujet-là ? Mais il y a une majorité qui a été d'accord, parce que le rapport a été adopté. Après, le mécanisme est tellement compliqué dans le Parlement européen, c'est qu'on vote la création de recettes et après il faut revoter pour créer le budget qui va avec au sein du budget de l'Union européenne. Et ensuite, la distribution de l'attribution se fera directement par les institutions européennes et non via les États membres. Alors, je profite de ma propre question pour voir avec vous sur le côté... on a du mal à voir ce qui se passe en Europe et ce qui se passe du côté du Parlement et des décisions, et que ça retombe après sur nos propres décisions, notre propre quotidien. C'est ça le drame finalement du fonctionnement de notre Europe. Jérôme, Ergun d'abord. Très vite, parce que c'est un fonctionnement assez spécial et justement c'est l'intérêt aussi d'avoir des ressources propres. En gros, les États membres donnent de l'argent à l'Union européenne qui la redistribue via des projets à travers les instances régionales. Par exemple, les régions dans notre pays, ce sont eux qui gèrent les budgets européens sur plein de projets. C'est très méconnu et c'est mal communiqué, notamment la redistribution de cette recherche-là, de ces richesses-là. Mais c'est vrai que notamment cette création de ressources propres va faciliter ça, faciliter la compréhension. Ça va être en gros l'euro dans la poche de tous les Européens et ce sera, je pense, un peu plus perceptible pour nos citoyens. Mais il y a un énorme travail, le chantier est immense. Quelques explications simples. Quels sont les députés et députés européennes que vous connaissez ? Moi, j'en connais plein. Valérie Hayé. On connaît les Français. Mais pas tous. Cite-moi Alors, je pense c'est pas de ces journées. Tête de liste. A été tête. Non, mais Raphaël Glucksmann, par exemple. Mais simplement, là, c'est nous. Mais vous faites un micro-trottoir en demandant quel est votre député européen dans votre région. Je pense que là, autant on connaît quelques députés, sénateurs, etc. Autant on connaît quasiment aucun député européen. Donc en fait, ils percolent pas dans l'actualité. Deuxièmement, on parlait des médias. Les médias traitent très peu l'actualité européenne. Et très mal. Et très mal, sauf sous forme polémique, effectivement. Et donc après, il y a pas cet enrichissement, on n'a pas cette culture européenne. Je pense qu'il y a des pays où elle est beaucoup plus intégrée. C'est la Belgique, c'est l'Allemagne, où il y a des comportements fédéraux aussi. Ça explique peut-être cela. Nous, on est très très centralisateur et très jacobin. Donc l'Europe, ça percole peu chez nous. Mais c'est dommage. Dans l'univers de l'entreprise, l'Europe, c'est loin, c'est compliqué. Alors si vous me posez la question sous cet angle-là, j'ai envie de vous dire que dans l'univers de l'entreprise, l'Europe, c'est une évidence. Parce que, on travaille avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, on s'approvisionne dans ces pays-là, on a la même monnaie et c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Sur la monnaie ? Sur tout ça.
sur le fait... Évidemment, vous avez plein de gens qui sont et notamment dans les extrêmes, contre l'idée de construction européenne. Moi, la seule chose que j'observe, et le message que je voudrais faire passer à ces gens-là, c'est que nous sommes dans un monde de géopolitique des puissances qui sont des puissances militaires, des puissances géopolitiques, mais aussi des puissances économiques. On parle notamment des géants du web qui ont aujourd'hui une force de frappe qui est supérieure à celle de certains États. Eh bien, aucun pays européen, seul, aucun, pas même l'Allemagne, ne peut aujourd'hui imposer un rapport de force face à non seulement la Chine, mais aussi un grand géant du numérique. Mais en revanche, quand vous avez Thierry Breton, commissaire européen en charge des affaires économiques et du marché intérieur, qui reçoit Elon Musk et qui lui dit voilà Elon Musk, quelle va être la règle, et si tu la respectes pas, eh ben c'est un marché de 500 millions de personnes qui va t'échapper. Et ben là je peux vous dire que Elon Musk il écoute le discours de Thierry Breton. Donc dans cette logique de rapport de force où on a besoin de s'affirmer, l'Europe est incontestablement un levier de puissance pour la France. Maintenant, ça n'empêche pas d'être critique sur telle ou telle manière de fonctionner. L'Europe est un enfant qui est encore assez jeune, en réalité. L'Union européenne, dans l'histoire du monde, on a a priori que quelques décennies. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à améliorer. Il y a un vrai sujet pour que l'Europe parle mieux à ses citoyens, mais dans le fond, l'idée, alors certains vous brandissent un Frexit, etc. Enfin, c'est des gens qui et tout en se prétendant patriotes. De moins en moins. Quand on se prétend patriote aujourd'hui, on est profondément européen parce que c'est par l'Europe que la France pourra exprimer sa puissance. Sinon, c'est mort. Allez, on s'arrête un court instant. Il faut qu'on fasse une petite pause là sur Sud Radio. On se retrouve juste après. Derrière, on va parler de l'onde de choc suscitée par la démission du maire de Saint-Brévin. Est-ce que finalement la question c'est qu'on n'est pas tous responsables et comme le dirait Libération ce matin, son titre abandonné par la République. Est-ce la vraie raison de la démission du maire de Saint-Brévin? On y revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie d'Ergun Topaslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comme Influence, coprésident d'Opinion Vallée, Najwa El Haïté, docteur en droit public, avocate, et vous avez écrit Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan, et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Je voulais qu'on revienne avec vous et tous ensemble sur la démission du maire de Saint-Brévin, mais surtout l'onde de choc, le déferlement médiatique, mais surtout les réactions politiques suite à la démission du maire de Saint-Brévin qui avait été menacé par l'extrême droite. Il avait voulu installer un centre d'accueil, enfin déménager un centre de demandeurs d'asile dans sa commune et à côté d'une école, et c'était parti d'un appel d'Éric Zemmour et de ses troupes pour faire en sorte que ce déménagement ne se fasse pas. Conséquence, ça a été un déferlement de haine, et puis ses voitures ont été incendiées, ce qui a mis le feu à sa maison, et donc il a jeté l'éponge en expliquant qu'il avait été abandonné, notamment par l'État. Est-ce qu'on est tous responsables? Est-ce que la République a démissionné complètement devant ces attaques d'élus? Est-ce que les élus, finalement, sont des citoyens comme les autres, ou est-ce qu'ils sont le réceptacle de difficultés? J'entendais le président des maires de France qui disait qu'il y a plus de 1000 élus qui démissionnent chaque année. Comment on aurait la chute? Il y a plusieurs questions là dans ma question. Est-ce que ce sont des citoyens comme les autres? Ils n'étaient pas comme les autres à l'évidence, puisqu'il y avait un statut, une appréciation de la société, comme pouvait l'avoir l'instituteur à une époque, etc. Le maire, c'était ou la maire, c'était une institution dans une ville, un village. Bon. Aujourd'hui, ce statut, ils l'ont perdu. Ils sont devenus le réceptacle de toutes les problématiques, de tout ce qui ne va pas dans la société. Ils sont à portée de baffe, comme dit Macron, sauf qu'ils y sont toute la journée. Et à l'évidence, les citoyens ont perdu le respect qu'on devait à cette fonction, parce qu'être élu maire, c'est aussi un travail, ça représente quelque chose, ça représente la République. Et donc à l'évidence, depuis le tournant ces 10 dernières années, le nombre d'agressions, le nombre de démissions de maires ont augmenté. Il y en a beaucoup, y compris en cours de mandat, ce qui se faisait pas. Il y en a qui abandonné à la fin de mandat. Et à l'évidence, il y a quelque chose. Après, comment revenir, on revient aux problématiques d'institution, comment on revient au respect qu'on doit aux maires? Là aussi, c'est le citoyen et l'éducation des citoyens, la manière dont on leur apprend à se comporter vis-à-vis de finalement de la République et à la faire vivre aussi, parce que on parle des maires, mais les maires se retrouvent seuls en front avec le conseil municipal. Il n'y a plus personne qui s'investit souvent, hormis des élus. Alors les maires de ces petites communes, il faut le savoir, ils sont appelés jour et nuit, toute la semaine. Et ils ne sont pas indemnisés, enfin ils ne sont pas payés. Il n'y a pas d'indemnité d'élus les concernant. Autre découverte. Ah non, dans les petites communes. Il y a un seuil.
Non. Les élus tous les maires des communes sont indemnisés. Les petites communes. Les conseillers municipaux ne sont pas. Alors les conseillers municipaux, ils bossent aussi. Mais les maires, les adjoints, y compris les adjoints des petites communes. Alors les conseillers municipaux. Les conseillers municipaux ne sont pas rémunérés. Tout à fait, c'est vrai. Maître Najwa. Oui, parce que je suis également élue. Et je le vois parce que j'ai un maire qui, à chaque fois, le dit dans son discours des vœux chaque année, c'est « nous sommes à portée de baffe ». Et c'est une réalité parce que nous sommes un des premiers remparts de la désagrégation de notre société. On a une société qui devient de plus en plus violente, on le voit. On a une société qui est sous tension par rapport à ce qui se passe. On a un contexte économique et social quand même inquiétant puisque le pouvoir d'achat est en berne. Enfin voilà, on a un contexte qui est explosif. Et le premier interlocuteur des gens, ce sont les maires. Ce sont les maires. Et donc, le fait d'être à portée de baffe, ça, vous le sentez dans un contexte difficile. Mais moi, je peux être qu'en colère par rapport à cette actualité. Pourquoi ? Parce que vous avez un maire qui fait du mieux qu'il peut. Et par moment, je vous assure, au regard de la baisse des dotations public, c'est pas facile tous les jours d'assurer des politiques publiques, sociales, et on le voit. Donc c'est pas évident du tout. Et moi je peux comprendre le ressenti de ce maire qui se dit moi j'en ai marre. Il y a quelques mois là encore, je rencontrais une maire d'une petite commune qui disait moi je suis à 2 doigts de lâcher tout parce que je veux créer une bibliothèque parce que la culture c'est aussi important dans les zones rurales. Et je n'ai pas les dotations suffisantes parce que la communauté de communes ne me suit pas. Enfin, je rentre dans le jargon local, mais la communauté de communes ne me suit pas. J'ai envie de jeter l'éponge. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Et donc ça, c'est la vie des élus au quotidien. Et donc, moi, je comprends le ras-le-bol de ce maire qui décide, en plus, il était à 2 doigts d'y passer avec sa compagne, parce que sa maison a été incendiée, je tiens quand même à rappeler les faits, et il décide carrément de quitter la ville. Vous voyez le geste fort quand même, ça fait 32 ans que ce maire vit dans sa commune, il en est le premier magistrat et il décide carrément de quitter la commune et de tout laisser derrière lui. Donc ça prouve qu'il y a eu un électrochoc chez ce maire. Alors là où je regrette encore, et là c'est pour ça que je vous rejoins quand vous disiez qu'on a l'impression par moment que l'État n'est plus là, que la République, elle recule. Il le dit d'ailleurs, il dit l'État ne m'a pas soutenu. Alors, pour être précis, Emmanuel Macron, 10 jours après l'incendie de sa maison et de ses véhicules, avait écrit à ce maire. Oui, le 3 avril, j'avais vu ça. Alors, il a écrit, on est d'accord, c'est que les maires sont aussi accompagnés par les autorités de sécurité locale avec les gendarmes, la police, etc. Il y a des liens qui sont aujourd'hui tout à fait. Mais quand on dit abandonné par la République, c'est que sur ce sujet-là, autre sous-question à mon débat, le sujet qui a provoqué ce déferlement contre ce maire, c'est le déménagement d'un centre d'hébergement pour des migrants. Est-ce qu'on peut avoir un débat serein dans ce pays autour des migrants, des immigrés? Visiblement non, ça rappelle en fait l'essence même de l'extrême droite, c'est la violence. Il y a eu le même débat la semaine dernière quand il y a eu un accueil des mineurs isolés dans le 16e arrondissement, mais les copains et les sous-traitants d'Éric Zemmour n'ont pas pointé leur nez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans le 16e, ils s'aventureront pas à ce genre de choses. Ils vont là où on est faible, et ils ont été atteindre ce maire directement chez lui d'une manière extrêmement violente. Donc c'est juste, ça nous rappelle juste, ça nous met en pleine figure l'idéologie de l'extrême droite sur ces sujets-là. Donc, mais quand il dit, le maire de Saint-Brévin, l'État n'était pas là, qu'est-ce qu'il sous-entend ? Il aurait fallu que toute la classe politique à ce moment-là se lève d'un seul homme. Déjà, la classe politique soutient beaucoup, en tout cas, la classe politique républicaine. Atlantique, c'est quand même un département qui est très avancé dans l'accueil des migrants, des jeunes migrants, etc. Donc c'est un peu un laboratoire social. Mais je pense que le préfet peut-être aurait pu s'impliquer. Et donc dépassionner en représentant la République. Après, c'est vrai que personnellement, j'imagine que c'est extrêmement difficile, quoi. Je veux dire, vivre ce genre de choses, à mon avis, ça va être, je l'espère en tout cas, un tournant politique
dans notre histoire, qu'on reprenne conscience de la dangerosité de certains actes politiques, que même si l'extrême droite a une nouvelle vitrine derrière, il y a des groupes et des sous-groupes qui manifestent avec des signes très, très dangereux et qui agissent de la sorte, et qu'on reprenne conscience et qu'on regagne une certaine vigilance républicaine. Peu importe l'étiquette politique de ce maire, personne ne se l'interroge d'ailleurs, il n'y en a pas souvent, les élus locaux en ont très peu, et on doit retrouver un certain autocontrôle et un certain sens républicain, c'est juste absolument inadmissible. Un maire tueux, on en a eu un il y a quelques mois, que ceux qui voulaient empêcher le dépôt d'ordures sauvages. Il a été tué, tout à fait. Donc, alors tous les sujets. Malheureusement, je suis pas sûr que ce soit pardon, Christy, je suis pas sûr que ce soit un point de bascule. C'est ça le problème. Je pense que c'est un élément d'accumulation. Moi, je le souhaiterais. Rafik, est-ce qu'on est là au sommet de ce que vous dénonciez tout à l'heure, cette espèce d'hystérisation de partout, de tous les sujets? C'est très révélateur de ce qui se passe en France aujourd'hui. Et derrière l'histoire de ce pauvre maire, il y a en réalité 3 sujets corollaires. Le premier, c'est l'idée selon laquelle la République recule de toutes parts et que tous ceux qui représentent la République, tous ceux qui sont l'incarnation de la République sont considérés aujourd'hui de plus en plus comme étant des prestataires de services. C'est valable pour le maire, c'est valable pour les services d'urgence où vous vous rendez. Parlez avec des agents des services d'urgence et ils vous raconteront la défiance dont ils font l'objet au quotidien. Parlez avec les professeurs. Vous savez, il y a 30 ans, le professeur, quand il grondait un enfant, le parent allait gronder l'enfant. Dire, tiens, tu t'es fait gronder par ton prof, c'est pas normal. Aujourd'hui, vous avez un professeur qui gronde un enfant, vous avez le parent qui va aller voir le professeur en disant pourquoi vous avez grondé mon fils. Et qui l'agresse. Voilà aujourd'hui le glissement idéologique qui est en train de s'opérer. Et donc nous avons besoin à cet égard, mais c'est un chantier titanesque, de réarmer la République. Et ça procède de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le maire, d'une certaine façon aussi, comme le petit patron, est confronté à une surcharge administrative, à une pression technocratique qui fait qu'il passe beaucoup plus de temps parfois à exercer des basses œuvres administratives plutôt que la mission pour laquelle il est supposé s'être engagé. Avec de surcroît la responsabilité pénale qui pèse sur ses épaules, parce que s'il arrive quelque chose, si vous avez un lampadaire qui tombe sur quelqu'un de votre ville, vous êtes potentiellement responsable pénalement. Donc une épée de Damoclès permanente. Le Sénat a quand même bien fait évoluer les choses. Ça, oui, mais la jurisprudence ne le confirme pas encore. Donc, donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, sur l'origine précisément de cette affaire. Oui, c'est vrai, et il faut le dire, vous avez eu raison de le préciser. Vous avez aujourd'hui une idéologie qui est portée par l'extrême droite, qui hystérise le débat public. Et Éric Zemmour porte de ce point de vue-là une responsabilité. Je l'ai dit pendant la campagne présidentielle. Moi, pendant la campagne présidentielle, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'objet, de la part, et je le dis, des partisans d'Éric Zemmour, d'une campagne de remigration. Voilà. Il faut que Rafik Smati soit remigré parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Non, mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'hystérisation du débat public ? Aujourd'hui, vous dites quelque chose qui sort du cadre des complotistes, même si j'aime pas trop ce mot-là, vous recevez des menaces de mort tout de suite, vous recevez des intimidations. Dès que vous émettez un avis qui n'est pas celui de ceux qui passent leur temps à s'exciter et à se monter la tête les uns et les autres, eh bien vous êtes considéré comme un paria. Eh bien c'est ce dont a été victime ce pauvre maire, modulo le fait qu'effectivement être maire c'est difficile et que la République par ailleurs est affaiblie aujourd'hui de plus en plus. Ouais, juste je précise et on terminera là-dessus. Donc dans les cadres de reconquête interrogés par nos confrères de l'AFP, on signalait hier qu'ils n'avaient rien à dire au sujet donc de la démission du maire de Saint-Brévin. Alors peut-être que depuis ils se sont manifestés, mais voilà sur la dernière info qui était donnée par nos confrères de l'agence France Presse. Alors on referme ce sujet-là et juste après la pause sur Sud Radio, on va parler de réindustrialisation de la France. Emmanuel Macron, chef de l'État, veut accélérer, mais il demande aussi à ce qu'on fasse une pause en matière de règles environnementales. Est-ce que l'un et l'autre sont compatibles dans le monde dans lequel on vit ? On va voir ça avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on continue avec dernier quart d'heure avec Ergun Topaslan, Jérôme Ripoul, Najat El Haït et Rafik Smati. On en vient maintenant à ce sujet de la volonté du chef de l'État de réindustrialiser la France. Sujet qui a pris de l'importance depuis la crise sanitaire. D'ailleurs, on pourrait faire une aparté sur la pénurie de médicaments aujourd'hui, puisqu'on est toujours à courir après les boîtes de médicaments et ça devient de plus en plus problématique pour
pour les malades. Le chef de l'État est aujourd'hui du côté de Dunkerque avec l'installation d'une nouvelle usine de fabrication de batteries électriques, mais en même temps, il souhaiterait une pause dans les règles environnementales européennes. Est-ce que le message est logique? Alors je vais commencer avec Ergun et puis Rafik, on va faire tourner la parole. Est-ce que ça se comprend? Oui, ça se comprend parce que la réalité de la réindustrialisation est très compliqué et que si on veut repartir dans le sens, redonner une nouvelle dynamique, réindustrialiser un pays, il faut qu'on puisse avoir plus de marge de manœuvre, notamment dans les aspects réglementaires. Et la réglementation environnementale est un très gros frein là-dessus. Alors, l'aspect réglementaire, mais depuis hier, donc les spécialistes de l'environnement, les associations hurlent. Oui, c'est normal. Après, on a notre réglementation à nous, qui est déjà très contraignante. Il y a en plus des réglementations européennes qui poussent certains industriels à se tourner vers d'autres destinations. Sauf que la réalité, c'est si on veut réindustrialiser, s'il faut dépasser le slogan, c'est très simple. Il faut du capital, donc attirer des investisseurs. Il faut surtout un énorme électrochoc dans la société pour qu'on puisse redonner l'amour de travailler dans le monde industriel, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas attractif pour des jeunes ou quoi que ce soit, alors que dans les années 80, être ingénieur, travailler dans l'industrie, c'était entre guillemets la filière d'excellence. Aujourd'hui, c'est absolument pas perçu comme cela. Donc redonner cela, repartir dans ce sens-là. Il y a aussi un travail aussi au niveau des familles qui doivent rediriger, et il faut qu'on ait, dans le sens de la réforme des lycées professionnels, une réorientation aussi là-dessus, et un nouveau contrat social. En plus du contrat environnemental, il nous faut un nouveau contrat social, parce que malgré tout, depuis les 35 heures, c'est un peu plus délicat pour des industriels de venir chez nous. L'exemple qui était le plus frappant ces dernières années, c'était Tesla, qui hésitait entre la France et l'Allemagne. Il a choisi l'Allemagne uniquement dans un souci de planning et de calendrier, notamment dans les aspects de procédure de validation, qui étaient beaucoup plus courtes outre-Rhin, pardon. Et donc, il a décidé d'installer son usine avec 4000 employés, je crois, autour de Berlin. Une question de coût du travail, quand même. Coût du travail, donc contrat social. Aujourd'hui, il faut pas tourner autour du pot. Et si on veut réindustrialiser, lever ce défi-là, il faut que tous ces volets-là soient pris en compte. Trop de normes environnementales tuent la réindustrialisation, Rafik? Vous savez, la France consomme moitié moins que les États-Unis en termes de produits intérieurs bruts en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour 1000 euros, pour 1000 tonnes pour 1000 euros de PIB généré. Ouais. On est à moitié moins que les États-Unis. Quand vous créez de la richesse en France, vous la créez avec 2 fois moins de CO2 qu'aux États-Unis. La France est parmi les pays développés le plus propre écologiquement. Et je pèse mes mots, le plus propre, incontestablement. Donc, il faut arrêter de... Il y a un vrai sujet de diplomatie environnementale, parce que une grande partie de la pollution aujourd'hui se passe en Asie, etc. Donc, il y a un vrai sujet de diplomatie environnementale, mais il faut arrêter, nous, en France, de nous autoflageller en considérant qu'on est les mauvais élèves, alors que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé depuis les années 90 en France. C'est ça, la réalité. Donc, il faut arrêter, au nom de ce que font les autres, très loin du côté de la Chine et ailleurs, il faut arrêter de pénaliser nos entreprises. Et donc, ce qu'a dit le président de la République est juste et de bon sens. Faire une pause dans les normes environnementales, ça ne veut pas dire faire de la France un pays anti-écolo. Au contraire, on l'est déjà. Et on va l'être de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Mais la question de la réindustrialisation, elle passe possiblement et surtout par le coût du travail, sur les charges qui pèsent sur nos entreprises. Et c'est ce qui fait que l'attractivité de notre pays, parfois, même si il est en hausse aujourd'hui, bien peut se faire au détriment, par exemple, par rapport à nos amis allemands. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que l'État dépense autant, tant qu'on signe des carnets de chèques à tout va, et souvent pour des bonnes raisons, eh bien, on alourdit la place de l'État, et plus l'État est gros, plus l'État obèse, eh bien, plus l'État est obligé d'aller prélever, et donc plus l'État fragilise les entreprises, et donc la réindustrialisation. Pourtant les entreprises ont connu quand même une baisse de la fiscalité, enfin, en tous les cas, des charges sur les salariés, Jérôme. Alors, oui, Rafik. Simplement, il y a eu une baisse sur la fiscalité sur le capital, et ça c'est indéniable. Oui, indéniable. Vous avez eu un coût de production sur les bas salaires, effectivement, vous avez assez peu de charges, mais sur les moyens salaires et sur les grands salaires, qui sont ceux qui créent de la valeur ajoutée, on est beaucoup moins compétitif que les autres pays européens. C'est ça la réalité. Bon, alors, c'est de bonne guerre pour Emmanuel Macron de dire trop de normes, etc. Moi, je ferai 2 nuances. Premièrement, depuis que Emmanuel Macron est président, des normes nouvelles, il y en a eu. Il est à l'origine. Deuxièmement, les normes, elles nous permettent aussi de nous protéger de nos concurrents. Et en l'occurrence, on devrait les faire respecter vis-à-vis de la Chine notamment.
Et ça, on le fait pas assez. C'est-à-dire qu'en clair, on voit quand même le marché européen et français inondé de produits qui ne respectent pas les normes. Et ça, ça arrive souvent, hein, même s'il y a un gros travail de fait par les douanes, mais ça arrive. Et troisième point sur la réindustrialisation, je rejoins Rafik, c'est-à-dire que là, notre problématique centrale, elle est la stabilité, c'est-à-dire la preuve que l'État va pas être encore dans les années futures un grand dépensier. D'ailleurs, il y a une polémique sur les engagements pris par la France vis-à-vis de l'Europe, en disant on va faire ça, ça et ça. C'est-à-dire que ce que vient d'envoyer le gouvernement français à Bruxelles, c'est de dire que on allait respecter la règle des 3%. Donc, en fait, c'est un schéma, un scénario idyllique. Or, les investisseurs, ils sont en mesure de se dire qu'effectivement, comme disait Rafik, l'État va continuer à dépenser. Donc ça va alourdir la dette de la France, ça va alourdir aussi peut-être les impôts, parce qu'à terme la question du relèvement des impôts se pose, et donc on ne voit pas comment dans ce cadre-là on pourrait baisser les charges sociales. Donc c'est vrai que la réindustrialisation, c'est bien de pointer les normes, mais c'est un tout petit bout de la problématique. Oui. Il faut aller plus vite pour installer des nouveaux sites industriels dans le pays, pour pouvoir redonner la compétitivité de la place de la France dans l'industrie française. Par rapport à ça, c'est même indispensable. Hein. Et puis vous le rappeliez, Christine, on a vu après crise sanitaire qu'on dépendait d'autres pays comme la Chine en matière de paracétamol. D'ailleurs, des annonces ont été faites par le président. Mais si on prend l'exemple du médicament aujourd'hui, c'est toujours pas d'actualité. On continue de fabriquer le paracétamol. C'est toujours le cas. À part l'usine UPSA du côté d'Agen qui fabrique effectivement. On est d'accord. En tous les cas, preuve en est qu'il faut aussi avoir une vision communautaire. Là, je pense à l'Union européenne en termes de réindustrialisation, parce que une des premières annonces post-crise sanitaire du président de la République en matière de paracétamol, c'était de dire nous allons créer une usine de paracétamol en Europe, donc pas forcément en France, mais en Europe. Et c'est indispensable concernant notre souveraineté industrielle, puisqu'on parle encore d'industrie. Donc les annonces, du président de la République en soi me choque pas du tout, surtout quand on sait que le nucléaire est considéré par l'Allemagne comme une énergie polluante. Et on voit ce que ça donne en Allemagne. Hein. Ils ont réouvert des usines à charbon, Mais pas par l'Europe. Oui, heureusement. D'ailleurs, heureusement. Et ça a été à la suite d'un lobbying puissant de la France pour que le nucléaire ne soit pas considéré par l'Union européenne comme une énergie polluante. Donc ça a été une très belle victoire. Ce qui explique ce que disait Rafik, sur le fait qu'on produit moins de gaz à effet de serre et d'émissions que les États-Unis. Exactement, on peut remercier le nucléaire. Mais voilà, donc les annonces du président de la République, moi, me sied bien. Et l'implication, et ça c'est très important, des territoires dans cette réindustrialisation est important. Donc il faut donner des moyens. Il parle également de formation. La formation dans le cadre des métiers de l'industrie est indispensable. On parle de 15 000 places supplémentaires dans ces métiers-là. Eh bien, moi je pense que ce sont des annonces fortes et puis extrêmement importante, parce que ça se passe pas du jour au lendemain. La réindustrialisation de la France. C'est-à-dire que ces annonces-là, dans 10 ans, on verra le résultat. Donc, heureusement qu'on a, et là, c'est pas de la flagornerie de ma part, mais heureusement qu'on a un gouvernement et un président de la République qui prend son bâton de pèlerin et qui y va sur ces questions-là. Hein. Qu'est-ce qui manque donc du coup? Alors la volonté visiblement elle y est, mais il manque quoi, Rafik? Vous parliez des charges sociales, mais c'est pas simplement. C'est pas la seule raison. Il y a quand même des entreprises qui s'installent en disant la France c'est quand même bien. Mais la France et championne du monde. Voyons le verre étranger. Championne d'Europe, pardon. Voyons le verre à moitié plein. La France est un pays au demeurant attractif. Mais j'ai envie de vous dire que nous soyons attractifs avec tout le poids de l'État, avec les charges, avec les normes, etc. C'est exceptionnel, c'est un miracle. Et c'est un miracle qui tient à quelque chose d'assez simple. J'en parlais il y a quelques années, c'est une anecdote dont j'ai déjà fait l'écho, j'en parlais avec un très grand patron de la tech qui me disait la chose suivante, il me disait, mais attendez, vous êtes un pays extraordinaire. Il me disait, mais si vous travaillez un peu sur vos taxes, si vous travaillez un peu sur votre modèle social, je viens en France. Et je lui dis, avant, tu installes ton siège en France? Il dit, non mais je viens vivre en France, parce que vous avez le plus beau pays du monde. Donc on a quand même cette assurance vie qui est nos 2000 ans d'histoire, notre culture, etc., notre attractivité, mais il en faut peu. Et on est en train d'en prendre le chemin. Juste une question, on parle de réindustrialisation pour vivre certains sujets auprès du terrain, certains
sites ferment et les salariés qui sont licenciés disent déjà il faudrait pas délocaliser ou voir partir. Exactement. Mais c'est une stratégie qu'il faut déployer un peu partout. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple du Grand Est, parce que je viens de là-bas. On avait des industries et surtout une formation qui était gérée par les régions, avec les formations lycée pro, BTS, etc., mais qui était absolument pas en corrélation avec une quelconque stratégie, avec une réalité industrielle du territoire. Et c'est pour ça que la réforme de l'enseignement professionnel va être essentielle. Il faut que, d'un point de vue culturel, professionnellement, qu'on prenne conscience que si on veut aller dans le sens de réindustrialisation, il faut qu'on change complètement notre état d'esprit. Et si, y compris, ça valable au niveau des familles, aujourd'hui, je vous dis, les jeunes ne sont pas du tout attirés pour aller travailler dans une usine, ils ont d'autres volontés, d'autres... On a quand même 2 fois plus d'apprentis qu'il y a quelques années. Apprentis, oui. Je pense qu'il faut faire le coup de booster aussi sur l'enseignement des lycées pro, et il faut que les régions aussi soient coordonnées là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des formations en décalage avec la réalité industrielle d'un territoire et des nouvelles grandes régions. Mais sur la réindustrialisation, je suis d'accord avec vous, Christine, il ne faut surtout pas abandonner ce qu'on a. Et en matière d'industrie pharmaceutique, vous parlez d'UPSA, on peut parler de Pierre Fabre, etc. Il y en a d'autres, Sanofi. Il faut que ça reste en France. Et là, il ne faut pas que ce soit européen. On a un avantage compétitif, il faut qu'on le garde. Le coup de dire on va produire en Europe, ça non. Et les industriels du médicament, les entreprises du médicament disent Emmanuel Macron n'a pas encore tenu toutes ses promesses là-dessus. Mais quand vous avez des entreprises en France qui créent des usines, qui créent des emplois, je pense par exemple à LVMH, eh ben ça devient tout de suite un scandale. C'est le grand méchant loup du capitalisme français. On n'est jamais content. Voilà. Allez, et nous on est contents parce que... Bon, il fallait qu'on se Merci. C'est une mentalité. Merci à tous les 4 infiniment. Ergun, Jérôme, Najwa et Rafik, vous étiez les 4 débatteurs du jour. Je vous souhaite un très beau week-end. Lundi, c'est Valérie Expert qui revient avec vous pour débattre sur Sud Radio, et nous dans un instant avec Gilles Gansman. Les médias, on va avoir la candidate française de l'Eurovision, Lazara, au téléphone. Et oui. On espère qu'elle va gagner. Mais ouais, nous aussi. Et ramener la coupe à la maison, comme on dit. Et on aura notre confrère d'M6 pour le nouveau journal d'M6 qui fait peau neuve, qui sera avec nous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.